Bonsoir, Achille Kamana. Bonsoir Anissé. Merci beaucoup d'être présent. Je t'en prie, merci pour ton invitation. On a pensé, toi et moi, qu'il fallait qu'on fasse une émission spéciale consacrée aux événements tragiques qui ont secoué le Rwanda en 1994. Le 6 avril 1994, en effet, comme beaucoup s'en souviennent, l'avion qui transportait le président Habyarimana et sa suite et le président du Burundi, Cyprien Ntaryamira et sa suite, l'avion a été abattu au-dessus de l'aéroport de Kanombe à Kigali et il n'y a eu aucun survivant. Cet attentat a déclenché une folie meurtrière, d'abord dans la ville de Kigali, puis les tueries se sont étendues dans le pays en entier. Les victimes, les cibles étaient les Tutsis, puisque les Tutsis étaient assimilés à ceux qui étaient considérés comme les auteurs de l'attentat, à savoir la rébellion du FPR, dirigée à l'époque par le président actuel, le président rwandais Paul Kagame. Mais avant d'entrer dans tous ces détails, je voudrais d'abord, Achille Kamana, si tu le permets, qu'on prenne un petit moment, une minute, pour nous recueillir, pour avoir une pensée à toutes les victimes, à tous ceux qui ont été tués au cours de ces événements. Et je pense que beaucoup ne savaient même pas ce qu'était la politique. Donc, des gens innocents ont été massacrés sauvagement, sans savoir pourquoi ils étaient tués. Donc, je pense, Achille Kamana, qu'il est important qu'on prenne ce moment-là afin de nous souvenir Très de important. toutes ces personnes qui ont succombé à la folie meurtrière de ces, de ces moments tragiques. Merci beaucoup, Achille Kamana. Maintenant, on peut commencer l'émission. Achille Kamana, tu étais à Kigali en 1994, le 6 avril. Oui, Si on te posait la question, qu'est-ce qui te reste dans la mémoire? Comment est-ce que tu as vécu ces moments-là? Euh, Refais-nous revivre les moments que tu as vécu à l'époque. merci Anissé encore une fois de m'avoir convié à cette émission. Euh, Ce n'est pas une émission que nous allons réaliser ou actualiser par plaisir, hein. On aurait aimé parler d'autres choses qui font partie de la logique de l'émancipation de nos peuples. Mais on réalise cette émission justement par le devoir de mémoire, par le devoir aussi de faire en sorte que la vérité soit connue et surtout que ce drame ne se répète plus jamais au Rwanda et même dans la sous-région des Grands Lacs parce que les conséquences de ce drame ont dépassé les frontières du Rwanda. Et donc, comme tu viens de le nommer, le 6 avril, j'étais au Rwanda. J'habitais à Remera, dans le secteur Bibale, qui est connu en ce moment comme le quartier de Kimirongo. Notre domicile faisait face directement à l'aéroport Grégoire Kayibanda, qui est en ce moment l'aéroport international de Kigali. Et le moment venu, je donnerai plus de détails, mais j'ai vu l'avion exploser parce que il était 20h30, j'étais assis avec mon père sur le balcon et puis on a vu cette explosion énorme. Et donc par la suite, j'étais encore jeune, hein, donc
les heures du coucher sont arrivées, je suis allé dormir, mais le lendemain matin, justement, je me suis réveillé sous le bruit des balles, des bombes, et puis c'était le chaos total. Et mon père m'a informé de qu'est-ce qui s'est passé. Par la suite, on a assisté justement malheureusement, à ce drame qui a emporté euh, des millions de personnes. Euh, on a, j'ai vu une folie, une hystérie, l'indignité, clairement, l'indignité humaine s'est installée dans notre société et c'était le chaos total. Euh, j'ai échappé personnellement à plusieurs reprises à des tentatives de meurtre qui étaient déjà dessinées. Je pense que c'est le Seigneur, c'est Dieu qui m'a sauvé parce que je ne peux pas dire que j'avais des forces ou bien une magie de m'échapper. Mais hélas, beaucoup sont décédés, beaucoup ont perdu leur vie. Puis par la suite, justement, c'est les combats armés entre les rebelles du FPR, Ignotani, donc l'armée patriotique rwandaise, contre les forces armées rwandaises, plus cette guerre civile qui était justement symbolisée ou caractérisée par ce drame, justement, un drame, euh, un drame globalement qui a atteint tous les Rwandais, un drame qui comprend le génocide perpétré contre les Tutsis, parce que les Tutsis ont été assassinés, ils ont été ciblés. Il y a d'autres personnes aussi qui ont été assassinées, les politiciens ont été assassinés, et les Hutus qui ne voulaient pas participer à ces massacres ont été assassinés, les Hutus qui faisaient partie de l'opposition ont été assassinés, et donc c'était le chaos, et je remercie le Seigneur d'avoir survécu, et je remercie aussi le Seigneur de m'avoir donné cette force de militer et de faire en sorte que ce drame ne se répète plus. Globalement, c'est ce que je pourrais dire par rapport Ah, à ce que j'ai merci vécu. beaucoup, Achille Kamana, de nous partager justement ce vécu tragique hein, qui nous refait revivre justement les moments de notre histoire, de l'histoire du pays, que beaucoup espèrent oublier un jour, mais on ne peut pas oublier comme cela. Rappelons justement que tu nous parlais d'avoir vu l'avion du président Habyarimana éclater comme cela, justement, parce que l'avion était la cible d'un missile tiré de la localité maintenant aussi de Masaka. On pense que, la localité, que le missile était tiré par des soldats du FPR, même si juridiquement, ça n'a pas encore été établi, mais on pense que ça a été tiré par la rébellion du FPR. Mais rappelons justement que l'avion en question, le président Habyarimana, son homologue du Burundi, venait d'une mission de paix en Tanzanie, à Dar es Salaam, où ils avaient justement discuté de la paix en général et aussi la mise en pratique des accords de paix d'Arusha. Donc, c'était une question de mettre en place, de mettre en pratique des accords de paix d'Arusha, euh, de faire vivre le vivre ensemble qui était failli au Rwanda. Mais il y a des gens qui n'ont pas accepté justement que cet accord de paix soit mis en pratique et, disons, attenté à la vie du président Habyarimana et de son homologue du Burundi. 30 ans après Achille Kamana, il y a des gens qui n'acceptent pas justement, qui ne reconnaissent pas la responsabilité du Front patriotique rwandais qui était alors en rébellion. Mais toi, quand tu vois, justement, tu as vu l'avion abattu, mais est-ce que tu penses réellement que si l'avion n'avait pas été abattu, l'Holocauste, le génocide n'aurait pas eu lieu? Euh, à,
avec le temps, on a eu accès à des informations qui sont basées sur des recherches scientifiques, des recherches crédibles qui sont disponibles sur les réseaux sociaux et un peu partout. Il y a des livres qui ont été écrits. Euh, la guerre qui a commencé le 1er octobre 1990 avait ses propres raisons et il a abouti par des accords d'Arusha qui ont été signés au mois de août 1993, si je me rappelle bien. Et donc, ces accords prévoyaient le partage du pouvoir, le retour de la paix, l'arrêt des hostilités, l'arrêt de la guerre. Et, mais entre-temps, il y avait de l'instabilité un peu partout dans le pays. Moi, je veux parler de Kigali et puis plus précisément du quartier dans lequel j'habitais. On entendait souvent des grenades exploser, on entendait, le lendemain, on se levait et puis on apprenait que telle famille, tel est mort parce qu'il y a eu des gens qui sont allés les assassiner. Mais je peux aussi témoigner du fait que dans les années 91 ou 92, j'ai j'ai des amis qui ont perdu leur oncle qui a été assassiné par les miliciens armés. Et ça, c'était avant 93. Euh, mais ces accords, justement, prévoyaient euh, l'arrêt de l'escalade de la guerre et prévoyaient une résolution pacifique et politique de la crise rwandaise. Par ailleurs, l'ONU a même soutenu ces accords parce qu'ils ont envoyé la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda. wareka kunderanjaho gatoya nibura. Anissé, on t'entend, si tu peux mettre sur mute. Et donc, cette mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda visait justement à permettre aux parties belligérantes d'actualiser ou bien de mettre en pratique les accords de paix. Alors, celui qui a abattu l'avion du président Habyarimana, euh, logiquement, ne voulait pas que ces accords soient mis en exécution. Et je peux citer aussi les discours de la première ministre qui est décédée aussi, qu'elle repose en paix, Madame Agathe Uwiringiyimana, qui, à l'Assemblée nationale, disait souvent qu'il y avait des démarches qui étaient faites par soit le FPR ou soit la partie pro-pouvoir, pro-Abiyarimana, pour que les accords ne soient pas mis en place. Je pense que Anissé, tu es au courant qu'il y a eu plusieurs dates qui ont été fixées pour justement mettre en place un gouvernement d'unité nationale et ces démarches n'ont pas abouti justement à l'assassinat du président Habyarimana, qui est mort justement avec le président Habyarimana du Burundi, que leur famille, je leur transmets ma solidarité, toutes mes pensées vont avec eux aussi. Et donc, c'est suite à cela que la crise, qui a eu une escalade. Et sans l'attentat, il n'y aurait pas eu le drame qu'on a vécu. Mais ça ne veut pas dire que la vie au Rwanda ou que la situation politique était stable. Il y avait des instabilités, il y avait des assassinats ciblés, il y avait des politiciens qui étaient ciblés. Mais le drame tel qu'on l'a vu, perdre plus de 1 million de citoyens rwandais en moins de 3 mois, plus d'autres qui ont fui vers l'ex-Zaïre, qui est la RDC en ce moment, tout ça n'aurait pas eu lieu sans l'assassinat du président Habyarimana. Celui qui a assassiné le président Habyarimana doit porter la responsabilité du drame qui s'est produit, parce que sans cela, je pense qu'on serait ailleurs. Je pense que les Rwandais auraient traversé, certes, une crise, mais pas une crise d'une telle ampleur, pas un drame d'une telle ampleur. Merci beaucoup, Achille Kamana. Je me souviens très bien. J'étais au Rwanda comme toi en 1994, même avant. Le 4 août 1993, et les Rwandais ont manifesté une joie folle quand le président Habyarimana et le dirigeant de l'époque du Front patriotique rwandais, Alexis Kanyarengwe, ont échangé une poignée de main.
après la signature de l'accord de paix entre les deux parties, ça veut dire le gouvernement rwandais et la rébellion du FPR. Les gens étaient vraiment soulagés de savoir que les deux parties s'engageaient dans une voie pacifique et que les Rwandais allaient vivre une époque de paix et de prospérité. C'est ce qu'on espérait alors. Et après la signature de cet accord, le 4 août 1993, il y a eu ce que tu expliquais, le processus de mise en pratique des accords, surtout sur la partie de partage du pouvoir. Et c'est ce qui a justement, c'est ce qui a failli, parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord. Mais le président Kagame lui-même a dernièrement, lors de l'émission qu'il a eue avec, d'une interview qu'il a eue avec des, avec les responsables de la presse qu'il considère comme privée, les responsables de la presse privée, il a reconnu lui-même qu'au cours de cette période où il avait signé l'accord de paix, la période entre l'accord de paix et l'assassinat du président Bialmana, il s'était préparé. Il s'était préparé justement au cas où les choses ne tourneraient pas comme il l'espérait. Donc, ça se comprend bien sûr que lui, avec son parti, le FPR, il n'avait jamais accordé aucun crédit à cet accord de paix. Et c'est pour cela que beaucoup pensent que lui, il a tout fait pour que l'accord de paix ne soit jamais mis en pratique. Et cela a abouti à ce qu'on a vu justement, à ce que l'avion du président Abdelman soit abattu et que les autres basculent dans cette folie meurtrière de s'en prendre à tous les citoyens, à tout le peuple qui est considéré comme Tutsi. Voilà. Donc, j'abondais dans ton sens, Achille, mais je voudrais justement poser la question qui consiste à savoir si pour toi, Achille, comme politicien, tu penses que le président Kagame doit être considéré comme responsable de ce qui s'est passé. L'histoire du Rwanda est complexe et puis elle date de très longtemps. Par contre, si on prend cet épisode entre 90 et 94, incluant ce drame rwandais qui comprend le génocide qui a été perpétré contre les Tutsis et les autres massacres qui ont eu lieu sur les autres parties de la population, les Hutus, on ne va pas le nier, ils ont été assassinés. Il y a beaucoup de Hutus qui ont été assassinés parce qu'ils étaient des Hutus. La justice ne s'est pas encore penchée là-dessus pour nous indiquer ou nous dire de quel genre de crime il s'agit. Ce sont des crimes de guerre ou génocide ou quoi que ce soit. Mais ce sont des choses qu'on espère qui arriveront, pas sur le pouvoir, pas pendant que le FPR est au pouvoir, parce qu'il fait partie des acteurs qui ont commis ces massacres. Et donc, je crois fortement que Kagame est responsable du drame qui a eu lieu en 94 parce que sa soif du pouvoir, sa volonté d'atteindre le pouvoir par n'importe quelle voie, a causé justement le massacre de milliers de personnes innocentes. On va parler de millions d'ailleurs. Par ailleurs, je vais appuyer mes propos par ce que Tito Rutalemara, qui est un haut cadre du FPR, avait mentionné, je pense que c'est dans l'émission Imvoni Mvano sur la BBC. Il avait dit, notre objectif n'était pas de sauver les Tutsis, notre objectif était de prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, si on observe, si on analyse la situation après la prise du pouvoir au mois de juillet
le 4 juillet 1994, quand le FPR prend le pouvoir, quel a été le sort réservé aux rescapés de génocide contre les Tutsis? Ceux qui ne se sont pas soumis aux, aux démarches ou à la volonté belliqueuse, volonté euh, de, de, de soumettre la population rwandaise à une oppression, ceux qui n'ont pas voulu travailler de mèche avec Kagame ont été assassinés. Il y a eu des hauts cadres du FPR qui ont été assassinés, il y a eu des militaires du FPR qui ont été assassinés, de l'APR, il y a eu des politiciens qui ont été assassinés. Et donc, il y a eu des militants de l'opposition qui ont été assassinés, il y a eu des militants des droits de l'homme qui ont été assassinés. Et donc, clairement, ce qui s'est passé le 6 avril 1994, préparer le terrain pour que Kagame prenne le pouvoir et surtout qu'il s'accapare du pouvoir tout seul dans, dans le but d'atteindre plusieurs autres objectifs qui étaient cachés, dont justement la guerre au Congo et dont ce que nous voyons au Rwanda en ce moment, un pays qui est vraiment soumis à la terreur étatique et qui est soumis à une oppression sanguinaire. Et donc, oui, selon ces éléments et d'autres éléments qui ont été cités par plusieurs chercheurs, Paul Kagame doit porter la responsabilité de ce qui s'est passé après avoir déjà même sur l'assassinat du président Habyarimana. Donc, deux présidents ont été assassinés, aucune enquête n'a été faite jusqu'à présent. Et par la suite, il y a eu un drame sous silence, hein. Donc, il doit porter cette responsabilité sans aucun doute. On espère qu'un jour, la justice, euh, les lois, ou bien on espère en tout cas que le système judiciaire aura un jour la force qu'il se doit pour traduire les responsables euh, devant la cour et qu'ils expliquent aux Rwandais leur choix et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont fait ce choix. Mais Paul Kagame est un acteur qu'on ne peut pas mettre de côté dans ce drame qui a emporté des millions de vies innocentes, des millions de vies rwandaises et de la sous-région. En espérant justement que ce moment ait lieu, le moment de justice où les gens devront savoir la responsabilité des uns et des autres et surtout la responsabilité de Paul Kagame, qui était, comme tu le rappelais à juste titre, le responsable de la rébellion du FPR à l'époque, qui vraisemblablement est à la base de l'assassinat du président Habyarimana et du président burundais Cyprien Ntaryamira. Et justement, Achille Kamana, tu as vu, je ne sais pas si je peux dire que c'est de la justice, mais il y a eu une justice qui s'est mise en place. La justice internationale, on a créé le tribunal pénal international d'Arusha qui s'est penché sur la responsabilité des uns et des autres euh, des uns et des autres dans cette folie du génocide rwandais. La résolution des Nations Unies qui mettait en place le tribunal en question avait parlé de, du génocide, en fait, des massacres du point de vue général du Rwanda, mais le tribunal ne s'est penché que sur la responsabilité de ceux qui ont commis le génocide, de ceux qui ont participé au massacre des Tutsis, oubliant au passage les massacres commis par le FPR. Si on veut aller dans ce sens-là à Chilikamana, est-ce que le fait d'occulter une partie de la justice peut nous aider à aller dans le sens de la réconciliation que nous espérons? Merci pour cette question. Je pense qu'il faudra plusieurs émissions pour expliquer clairement le contexte de ce qui s'est passé. Mais je voudrais juste rappeler que le tribunal pénal international, le TPIR, qui a été mis en place justement pour traduire les responsables des massacres en général qui ont été commis sur la population rwandaise, a subi des pressions de la part du FPR. On parle du cas de la procureure Carla Del Ponte. Cela est documenté par plusieurs chercheurs.
Je pense que Charles Onana en a parlé, je pense que Carla Del Ponte elle-même en a parlé, et puis il y a d'autres personnes qui en ont parlé. Il y a eu des pressions de Paul Kagame, de son FPR, plus des pressions, bien sûr, de ses lobbying, qui ont fait en sorte que le TPIR a traduit devant la justice une partie des responsables du drame auquel nous avons fait face. Et donc, ça a été une justice instrumentalisée. Et puis, même ce qui s'est passé à l'intérieur du pays, les mécanismes qui ont été mis en place sur le plan judiciaire pour traduire les responsables ont été des mécanismes qui ont été mis en place par le FPR lui-même et le FPR qui fait partie des acteurs, justement, tels que je l'ai nommé, de ceux qui ont provoqué et participé sur une grande échelle à ces massacres. Et donc, on ne peut pas avoir de justice au moment où ceux qui détiennent le pouvoir judiciaire font partie justement des responsables. On ne peut pas avoir de justice si la vérité est cachée. Le FPR veut que nous retenions que le drame rwandais soit symbolisé uniquement par le génocide qui a été perpétré contre les Tutsis. Et c'est pour ça que nous disons que le Paul Kagame et son FPR instrumentalisent cette question du génocide. Le génocide est devenu une arme, c'est devenu un outil politique de Paul Kagame pour taire ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, pour taire son opposition et puis pour taire toute personne qui se dresse sur son chemin. Et donc, il n'y a pas eu de justice. On va parler aussi des tribunaux traditionnels, des gachacha, qui ont été complètement une mascarade. Et je vais aussi citer le fait que chaque année, euh, on doit traduire certaines personnes devant la justice parce qu'ils ont commis le génocide. Ça fait 30 ans, on traduit toujours ces personnes. Mais par contre, il y a des personnes qui sont connues, il y a des individus qui sont connus, qui ont participé à ces massacres, qui étaient des milices Imhirahamwe, qui sont en ce moment de mèche et de connivence, qui collaborent très bien avec le parti au pouvoir, qui est le FPR. On parle d'un certain Kigurube et puis d'autres personnes. Et donc, tout a été instrumentalisé dans le but justement de renforcer le pouvoir de Kagame, mais pas dans le but de rendre justice, pas dans le but de parler de la vérité, pas dans le but de reconstruire ou bien de bâtir l'unité nationale. Et donc, la réconciliation n'est pas possible aussi longtemps que le FPR, qui fait partie des acteurs qui ont contribué à ce drame, est toujours au pouvoir et qu'il contrôle l'appareil judiciaire qui n'est pas libre. Comme vous le savez, au Rwanda, les institutions ne sont pas libres, ni l'Assemblée nationale. Ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs n'existe pas. Ce qu'on appelle l'indépendance l'indépendance des institutions n'existe pas. Le gouvernement est dicté par Paul Kagame. L'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés ou les sénateurs, sont dictés par Paul Kagame. Et la justice œuvre dans les intérêts de Paul Kagame. C'est un outil pour taire tous ses opposants. C'est un outil pour s'aimer la terreur au sein de la population rwandaise. Et donc, on ne peut pas parler de réconciliation. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, Anissé, comme tu le sais, il y a quelques mois, il y a eu des personnes proches du pouvoir qui ont littéralement insulté les Hutus. Il y a des jeunes qu'on voit sur les réseaux sociaux insulter les Hutus, mais on ne voit pas des personnes à l'intérieur du pays insulter les Tutsis. On ne le voit pas. À l'extérieur, il y en a qui calomnient les Tutsis, qui ont cette haine. Donc l'extrémisme est toujours présent. Et s'il y a extrémisme, il y a échec de l'État par rapport à- par rapport par rapport à l'objectif qui était fixé après 1994 de bâtir ou bien de reconstruire l'unité nationale. Il n'y a pas d'unité en ce moment. Donc, pour répondre à ta question, la réconciliation n'est pas possible et ne sera pas possible aussi longtemps que le père est au pouvoir. Bon, merci beaucoup, Achille Kamana. J'avais l'intention de te poser la question de savoir quel message politique est justement porté à l'endroit de ceux qui sont au pouvoir et de ceux qui sont dans l'opposition. Je pense que tu y as largement répondu. À la place, justement, je vais te demander, Achille Kamana, j'espère que ce ne sera pas une question délicate pour toi. Je vais te demander de porter un message, hein, non pas à ceux qui ont euh, participé au génocide contre les Tutsis, mais un message aux victimes.
aux victimes du génocide contre les Tutsis, ceux qui ont subi justement cette barbarie-là, ceux qui ont perdu des leurs. Parce que pour ceux qui ont la responsabilité de, de ces massacres-là, je pense que tu y as largement répondu. Je vais simplement te demander de dire, de porter un message à ceux-là même qui ont perdu les leurs, donc ce que nous appelons communément les rescapés du génocide. Merci. Premièrement, je vais souhaiter encore une fois un repos éternel à toutes les personnes qui ont perdu leur vie. Ces personnes étaient des amis, des membres de la famille, des connaissances et puis des citoyennes, des citoyens rwandais qui n'auraient pas dû faire face à ces massacres. Deuxièmement, j'affiche ou j'annonce ma solidarité et toutes mes pensées aux rescapés du génocide contre les Tutsis et même à toute la population rwandaise rescapée de ce drame qui a touché tout le monde. Euh, je veux aussi lancer un message à la population rwandaise. Tout ce qui a été fait, tout ce que nous avons subi était la cause du fait que l'état de droit n'existait pas au Rwanda. Il n'existe toujours pas. L'état de droit permet en fait, l'état de droit fait en sorte que tout le monde devient égaux devant la loi. Aussi longtemps qu'il y aura des gens qui se croient supérieurs aux autres, on fera toujours face au drame ou à des drames, que ce soit au Rwanda ou ailleurs. Cette question du droit doit être au centre de notre lutte, elle doit être au centre de notre militantisme. Donc, l'état de droit doit exister, les Rwandais doivent être égaux devant la loi et je pense que c'est un combat qui nous concerne tous, que nous soyons pro-FPR ou contre le FPR, peu importe, quand le droit n'est pas respecté, d'un côté ou de l'autre, il y aura toujours des victimes. Et donc, il faudrait qu'on brise ce cycle et qu'on dirige notre lutte vraiment vers le sens de l'état de droit, du respect du droit et du respect des droits humains en général. C'est le message que je pourrais donner à Nissé en te remerciant encore une fois de m'avoir invité. Merci encore une fois, Achille Kabana. Je pense qu'on est à la fin de l'émission. Mais tu as vu justement à Kigali maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Je voyais hier, il y a eu des gens de la société civile, notamment des avocats, des organisations de la société civile, mais également des politiciens qui se sont précipités à Kigali pour commémorer le génocide contre les Tutsis, et je les comprends. Mais ils n'ont pas les informations que toi, Achille Kamana, tu as pour ce qui est euh, de ce qui s'est réellement passé. Parce que on voit les gens qui ont perdu les leurs, comme on vient justement de dire, on se solidarise, hein, on sympathise avec les gens qui ont perdu les leurs. Mais les gens qui sont à Kigali, notamment ceux qui viennent de l'étranger, ne savent pas ce qui est la réalité. Et je voudrais, à Achille Kamana, et ce sera le mot de la fin, que tu leur dises comment ils doivent se comporter et les informations qu'ils doivent avoir. Je pense que c'est une question qui est délicate et assez complexe. Mais je crois fortement que il y a eu plusieurs recherches, il y a eu plusieurs documentations qui ont été mises sur la place publique qui permettraient à toute personne qui s'intéresse à connaître la vérité, d'avoir ces informations et de faire son propre jugement. Maintenant, on ne va pas ignorer que dans la politique, il y a des intérêts, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Cependant, il ne sert à rien de s'associer à un discours qui est volontairement mis en place pour ne parler que d'une partie de l'histoire du drame rwandais et de surcroît un discours
qui est basé sur la volonté à consolider ou à solidifier le pouvoir de Paul Kagame. Tout était instrumentalisé. Beaucoup de personnes rescapées de ce génocide vivent très mal, vivent sous la pauvreté. Il y a la famine au Rwanda, une pauvreté imposée à la population. Il y a la guerre en RDC, où des jeunes sont enlevés tous les jours et qui sont amenés au front en RDC, qui meurent sous les bombes de l'armée congolaise et puis de leurs alliés. Et donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faudrait considérer avant de défiler et d'aller, soi-disant, commémorer la mémoire des victimes. Parce que, à mon humble avis, ce qui est fait, c'est s'associer à Paul Kagame, c'est d'aller renforcer l'image de Paul Kagame. Mais les victimes, elles sont oubliées dans tout ça, elles sont instrumentalisées. Et c'est pour ça qu'il y a eu des associations comme Igichumbi qui est née, qui est une association qui milite pour les droits des rescapés, la voix des rescapés du génocide contre les Tutsis, et qui œuvre dans le sens contraire de l'association Ibuka, qui, elle, est instrumentalisée, œuvre dans le sens du pouvoir. Euh, et donc, je pense que ces personnes ont le devoir, ont la responsabilité de se documenter, de chercher l'information, mais de surcroît, de se rappeler que les partenariats, euh, les, 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 les collaborations se font avec le peuple rwandais et non avec un seul individu et son pouvoir. Parce que ce pouvoir ou cet individu, un jour, ils partiront, mais les Rwandais vont toujours rester. Et pour les Rwandais qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, je pense qu'ils ont le devoir, malgré le fait qu'il y ait une pression, malgré le fait qu'il y a une terreur étatique qui dépasse même les frontières du Rwanda, je pense qu'ils ont le devoir au moins d'écouter d'autres émissions comme celle que nous sommes en train de faire et de se questionner pourquoi nous prendrions le temps de venir dire des choses qui sont contraires à ce que le régime de Paul Kagame dit. Et donc, je pense qu'il y a un devoir patriote qui doit être pris en compte et je n'ignore pas aussi que les gens ont peur de connaître la vérité parce que c'est signe de vivre des représailles de la part du régime du FPR. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de complexité de la question, parce que justement, la situation est très complexe. Mais la vérité est là. Écoutez les témoignages, écoutez tous les Rwandais et faites-vous votre propre idée de ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Achille Kamana. J'espère bien que les Rwandais, aussi bien les Rwandais que les expatriés, les gens qui sont des étrangers, mais qui veulent participer activement aux cérémonies de commémoration, suivront ton message. Achille Kamana, je ne peux pas savoir comment te remercier. Le message est passé. Et j'espère bien que tu as parlé à ton nom personnel à ton nom, et au nom de notre organisation Alliance rwandaise pour le changement. Bon week-end à toi et bon week-end à tes Je prends le temps camarades. de te remercier aussi, Anissé, Merci. pour avoir mis en place justement cette initiative de présenter des émissions en français, des émissions qui consistent à parler à avoir un autre regard sur le Rwanda, un regard qui est caché par le pouvoir. Et donc, c'est un travail qui est très important et puis qui est utile dans la lutte que nous menons pour instaurer le respect de la dignité humaine au Rwanda. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup.